On va tout de suite démarrer par le projet de cantine scolaire à Saint-Aignan-sur-Rouet. Et j'appelle tout de suite de l'équipe de maîtrise d'œuvre, Alexandre Correl et Gaël Vitorel du cabinet Vitorel et Morel. Le bureau d'études thermiques Palem avec Axel Gans. Et puis, je crois, monsieur le maire de Saint-Aignan-sur-Rouet, Joseph Judet, vous êtes dans la salle, vous êtes ici. Il y a une inversion, c'est pas vous qui êtes là. Si, le maire de Saint-Aignan, il s'est pas du alors, il y a une... Ah, excusez-moi, je vous prie d'excuser, monsieur le maire. C'est pareil des architectes, ça va parfait. Si c'est que sur les noms qui se trompent, c'est pas gênant. Alors, je vous laisse la parole pour 20 minutes. L'orientation de ce matin, j'avais la chance de deux projets. Elle est posée sur le micro, comme ça. Alors, comme on a la chance de faire les deux projets, un tout petit mot peut-être sur l'agence, donc avec Alexandre Moret qui est là, Julien Torel. On a une agence qui est basée entre Rennes et Nantes. On a démarré, on a fait un peu nos classes à Paris sur les questions du logement en réhabilitation lourde, des questions sociales qui étaient très fortes pour nous et un rapport à des bâtiments existants anciens sur lesquels on a été formés, et puis on a aussi beaucoup travaillé, et puis on a entamé une migration vers notre Grand Ouest qu'on affectionne particulièrement, voilà, dont on est originaire. Donc on a une pratique de maîtrise d'œuvre dans le sens classique du terme. On est également enseignant en école d'architecture. J'enseigne à Rennes, Alexandre enseigne à Nantes. C'est une part importante pour nous de notre travail, dans le sens où voilà, on a aussi le sentiment que tout à l'heure vous avez parlé de la question climatique. L'histoire a toujours des questions qui l'apprennent, et puis là forcément la question climatique et sociale pour nous elle est plus que un peu urgente, brûlante. Donc ça prend du sens pour nous aussi de diffuser un petit peu notre pratique de terrain et nos convictions aux futures générations d'architectes. Ça nous permet aussi de clarifier un petit peu nos convictions, parce que forcément on attache beaucoup d'importance à être sur le terrain, notamment la question du chantier. Donc, ça nous permet de prendre un peu de recul sur tout ça. Alexandre est aussi administrateur de CIE 44. Donc on essaye un petit peu de mêler un peu tous ces, à la fois cette pratique de terrain qui est pour nous essentielle, et puis d'avoir être en prise aussi avec les acteurs finalement à la fois des écoles universitaires, et puis juste finalement de conseils. On va démarrer sur un premier projet. C'est bien qu'il se lance en ce sens-là. Il y a une chronologie dans les deux. Ce projet de cantine, on est à la fin de l'année de parfait achèvement, et puis l'école que va présenter ensuite Alexandre. On est en fin de chantier. Donc les choses s'enchaînent, et puis il y a des points communs. On va en parler. Donc ça, c'est un projet donc à Saint-Aignan-sur-Rouet. Je peine. Et ici présent. Alors, on n'était pas tout seul forcément sur ce projet. On a une équipe de paysagistes qui était avec nous, l'agence Basile et Turca, qui sont basés à Paris, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions de revitalisation de centres-bourgs. Nous, c'est aussi une question qu'on a abordée à l'école, et puis des terrains qu'on affectionne particulièrement. Pour plusieurs raisons, les architectes sont encore trop absents de ces terrains-là. Si forcément, c'est des choses qui sont sur le devant de la scène, mais on voit bien quand même que les métropoles
attire une grande part des agents. Du coup, c'est vraiment des terrains qu'on privilégie parce que voilà, ça mérite, c'est des terrains qui méritent beaucoup d'attention. Et puis, nous, quelque chose qu'on affectionne particulièrement, c'est aussi une proximité avec les maîtrises d'ouvrage qui sont très présentes en études sur le chantier. Et ça, pour nous, c'est vraiment un gage de projets assez pérennes finalement sur le temps long, et aussi un engagement de la part des maîtres d'ouvrage. Là, pour le coup, on a la chance d'être en prise directe avec les conseillers municipaux et les maires, et ça, c'est pour nous vraiment quelque chose de fondamental. Alors, Saint-Aignan-sur-Roue, un petit mot sur le contexte. Donc, c'est en 2017, on a démarré les études. Le premier mot à dire pour nous sur Saint-Aignan, c'est l'intelligence de la commande, et peut-être en premier lieu le fait qu'on n'arrive pas sur un terrain vierge. C'est-à-dire que ce soit le CAUE, le GALS Mayenne, le Final est là. C'est aussi tout un travail qui est fait en amont, de sensibilisation, d'acculturation aussi, qui pour nous et une grande part du travail, il est fait avant qu'on arrive finalement en études, que déjà les appels d'offres, ils étaient assez orientés sur des questions, on va dire d'intelligence un petit peu de la commande. Et ça, pour nous, c'est un point de départ hyper important. Ça s'est traduit par une chose assez simple à Saint-Aignan, c'est que c'était pas uniquement une mission de maîtrise d'œuvre, il y avait une étude urbaine. C'est-à-dire que associé, il y avait une étude urbaine, on va dire, qui visait à faire ce qu'on appelle un plan guide à long terme, et puis une mission de maîtrise d'œuvre qui était le premier maillon, on va dire, de ce projet à long terme. Donc pour nous, ça a été une manière explicite, et puis aussi voilà, on a été rémunéré pour ça, même si parfois on le fait quand c'est uniquement une mission de maîtrise d'œuvre. En tout cas là, on a pu vraiment réfléchir à la commune dans sa globalité avant même d'aller dire le bâtiment, on va le dessiner comme ça sur telle parcelle. Et ça, c'était vraiment pour nous hyper important, dans le sens qu'on a pu vraiment re-questionner toute la question de la programmation de l'échelle de la commune. Pour être concret, on a aussi on s'est un peu questionné sur la logique et l'interaction entre les équipements publics existants, notamment la mairie, qui était on va dire associée à l'école de musique. Et ça, c'est un peu sur le temps long de l'étude urbaine qu'on a un petit peu interrogé finalement des réalités qui n'étaient pas toujours forcément très opérantes sur place. Donc, ça nous a permis de dire je sais pas s'il y a un compteur. Voilà. Ici, on a le bourg historique de Saint-Aignan. Ici, on a le terrain de football, le deuxième terrain de football. Le premier, il est ici en particulier. La mairie qui est ici, avec l'école. Et puis ici, tout le projet qu'on a mené sur ce terrain-là. Donc, pour finir on va arriver à l'échelle du bâtiment, mais finalement, le fait de pouvoir phaser à long terme, finalement, l'organisation de la commune à long terme, on a pu dire, ici, à la mairie, on va imaginer que la mairie, que le groupe scolaire qui est ici réinvestit à long terme la mairie, et la mairie, à moyen terme, va pouvoir glisser ici à l'entrée de bourg pour requalifier cet espace-là, et finalement va venir comme ça qualifier ce mail paysager qui est ici, qu'on a dessiné avec les paysagistes. Le restaurant scolaire, il est là, et lui, c'est vraiment le premier bâtiment de cette série. Vous avez déjà fait la moitié du temps de la présentation. Très bien. Donc voilà un petit peu des éléments chiffrés, sans pouvoir peut-être y revenir à la fin. Un tout petit mot sur les entreprises qui, on le dit peut-être pas assez souvent, qui là pour le coup c'est vraiment de grande qualité. Je mentionne simplement l'entreprise Chabrin parce que ça fait la transition avec un élément du bâtiment qui est en construction bois et paille. Il y a toute une culture de construction, de hangar agricole, qui avait ce rapport à l'espace rural, et notamment le fournisseur de paille, on peut dire historiquement dans sa pratique, ce qui nous a permis vraiment de travailler avec elle de manière assez fine là-dessus. Alors, si je passe, on pourra peut-être en dire un mot avec Monsieur le maire
Ici, pareil, en amont, M. Pell, je sais pas si vous voulez dire un mot sur ces études. En effet, là, on a un projet de balade urbaine qui nous permet un peu de comprendre la commune. Oui, bonjour. Oui, effectivement, bon, en amont un peu du projet, on s'est un petit peu imprégné aussi, parce que pour nous, ces petites communes, on n'est pas forcément porteur de projets comme ça tous les ans, mais quand même, pas souvent, c'est financier après. Et donc, effectivement, afin de aussi associer un peu la population à ce projet, on avait fait une matinée d'échange, samedi matin, et on avait fait le tour du bourg complet, même dans les endroits où il n'y avait pas forcément de projet, mais pour comprendre un peu la démarche aussi, et pour que les architectes aussi puissent comprendre un peu la commune, comment elle vit, comment elle est constituée, et voilà, les aider un petit peu aussi à lire à travers la visite la suite qui peut donner à ce type de projet. Alors, peut-être maintenant, c'est à l'échelle plus architecturale, là pour faire le lien aussi assez directement entre des choix techniques et puis des questions spatiales et d'usage, c'est-à-dire que aujourd'hui, en effet, on présente deux projets qui sont construits en bois et en paille. Et du coup, expliquer que ici, on est dans un bâtiment qui est occupé une seule partie de la journée. Donc, tout l'intérêt pour nous du travail, Axel du produit thermique d'Athènes, on va en parler après. Mais ça a été vraiment de mettre à profit finalement ce dispositif qui est de la paille, qui a une grande inertie, qui a un grand déphasage, on va en parler un petit peu après, qui permet de réguler et d'augmenter le confort thermique. On voit ici ce mur-là qui est continu en partie basse, qui est un mur intérieur et qui donne énormément d'inertie thermique. C'est-à-dire que quand les enfants rentrent dans le bâtiment vers 11h30, il y a une surchauffe assez importante qui s'opère et ce qui permet de réguler finalement une surchauffe qui ici est liée à l'occupation des enfants. Ici on a la façade sud avec, vous voyez là, une casquette qui permet de régler au plus fin la question des apports, on va dire, solaires, et en même temps de s'en prémunir. Donc on a fait tout ce travail ici, dans un principe un peu comme ça, bioclimatique, qui aujourd'hui est plutôt intéressant. On a ici ces fenêtres d'or qui permettent aussi finalement d'apporter une lumière secondaire et de ventiler lorsque nécessaire le bâtiment dans cet axe nord-sud. Alors, bon, ici c'est les points qui peuvent paraître des points de détail, mais pour nous, forcément, c'est un bâtiment scolaire et l'idée c'est aussi de sensibiliser cette jeune génération un peu à la question des ressources, forcément, qui sont pas inépuisables, et le fait de construire en paille, c'est pas anecdotique. Donc ici, on a cette fenêtre de vérité qui paraît un clin d'œil, qui en même temps, pour nous, c'est aussi le gage de montrer un petit peu aux enfants que d'où vient ce bâtiment et que quelque part, il n'est pas tout à fait anecdotique. Si on n'avait pas cette fenêtre, quelque part, les enfants n'auraient pas forcément conscience que la construction c'est constructif. Ici, un détail sur ce bardage en châtaignier où on cherche un peu de manière à aller un peu au bout des choses, c'est-à-dire là, c'est un bâtiment qui est naturel, qui est plutôt élevé dans le Grand Ouest et non traité. De la même manière, on essaye de travailler un petit peu avec tous ces des dispositifs plutôt finalement avec le moins d'ingénierie possible et en essayant de faire, on va dire, de tirer au maximum la qualité de ces matériaux naturels, à la fois d'un point de vue thermique et également d'un point de vue de l'enveloppe du bâtiment. Voilà, ici on a de manière plus ciblée, tout à l'heure je vous parlais de ce travail bioclimatique. Ici à droite sur la photo on a un grand arbre, donc on a travaillé assez étroitement à régler finalement ces questions de hauteur pour de la casquette, pour à la fois cadrer la vue pour les enfants depuis l'intérieur, parce que voilà, ils sont en position assise, c'est un moment qui est assez bruyant, donc d'arriver aussi à créer un peu de sérénité et d'uniformité spatiale à l'intérieur, et en même temps, thermiquement, d'arriver à faire ombrage pour, ici on est à 2,30 m, donc on est vraiment très pincé sur cette galerie, et puis
du point de vue urbain, ça rejoint ce que je vous ai dit au début, c'est l'amorce du mail qui va être ensuite se prolonger vers des logements qui, à long terme, vont s'installer sur le terrain. Peut-être que je laisse Axel parler un petit peu de cette question, parce qu'en effet, il y a un double, très rapidement, il y a un double enjeu à Saint-Aignan, c'est que on a une enveloppe en bois paille, et puis on a aussi tout un travail c'est un bâtiment à énergie positive. On a ils sont en train de panneaux photovoltaïques, des panneaux qui sont installés en toiture, qui sont destinés à alimenter la future mairie qui va être construite en plus du site. Donc d'où l'intérêt un petit peu d'interaction entre les deux bâtiments. Oui, bonjour. Donc bon, effectivement, on est sur un bâtiment avec une forte production photovoltaïque. On est sur, si je me souviens bien, environ plus de 80 panneaux du coup, sur la toiture de ce bâtiment. Donc, ce qui nous permet donc d'avoir un bâtiment à énergie positive, donc qui produit plus qu'il ne consomme. Donc, vous pouvez retrouver sur le chiffre du coup CEP, qui est le coefficient d'énergie nucléaire, que vous voyez ici qui est négatif. Donc, on a plus de production que de consommation grâce d'une part à la conception d'eau climatique, qui fait que même sans la production photovoltaïque, on a un bâtiment qui consomme peu, et aussi par les panneaux photovoltaïques en toiture. Donc, tout ça fait qu'on est aussi, on est sur un bâtiment avec une perméabilité à l'air qui est assez faible, donc un bâtiment qui a été bien conçu, qui a une bonne inertie thermique. Et voilà, tous ces éléments font qu'on est sur un bâtiment positif. Ouais. Peut-être pour terminer, on doit approcher de la fin. Finalement, ce document, il synthétise assez bien, notamment sur le point de vue, on va dire, à la fois thermique et aussi urbain, le projet. C'est-à-dire que, vous voyez ici, c'est un projet de toiture, et en effet, qui est assez expressive, qui capte en effet les rayons du soleil pour les panneaux photovoltaïques. On a ce jeu ici de cette lucarne qui émerge, qui permet de donner la qualité de lumière à l'office qui est ici, puis aussi de qualifier un peu ce très court. Et puis toujours attacher cette question ici de la casquette qui en effet se protège du soleil, qui accompagne ce parcours urbain qui est, comme je le disais tout à l'heure, ce premier moment de requalification de ce site. Et là, vous aviez indiqué quelques points forts, enseignements. Vous pouvez nous les rappeler pour vous, les points forts de ce projet, en synthèse. Et en synthèse, en effet, on a rappelé ce que je disais au début. Pour nous, c'est vraiment un point qui est fondamental, même si on sait que c'est un travail de longue haleine, des conseils, qui est pas toujours évident, parce qu'on voit pas toujours le résultat lorsqu'on le fait, mais pour nous, ça a été vraiment un point déterminant, et la Sacramento, Alexandre va en parler. Donc, du travail qui a été fait ici en amont, qui est très long. D'aborder très très tôt ces questions environnementales dans le projet. Là, je parle vraiment, quand on est missionné, classiquement, voilà, on peut se dire qu'on aborde les questions urbaines, puis ensuite on descend dans les échelles. On a la conviction qu'il faut aborder ces questions-là très très tôt, de matérialité, de dispositifs constructifs, même s'ils peuvent évoluer, voire varier ou changer en cours de route. Mais le fait de les mobiliser très tôt, c'est aussi de se dire, on fait un bâtiment ici, on a ces ressources, voilà, il y a une filière qui est le RFCP, donc le réseau français de la construction en paille, qui est installé. Les entreprises commencent à être très formées, qui sont même équipées de manière assez surprenante parfois, où en fait on saisit ces opportunités, et peut-être qu'on va pas construire en paille dans un autre endroit s'il n'y a pas ces filières qui sont là en place. L'étude urbaine, ça a été pour nous aussi un point. On donne vraiment un message s'il y a des maîtres d'ouvrage dans la salle, pour nous, Concrètement, c'est quoi une étude urbaine? Une étude urbaine, c'est de se dire qu'en effet, même s'il y a une intuition d'aller construire un bâtiment sur une parcelle, c'est avant de poser la question du comment, c'est la question du pourquoi.
C'est-à-dire de se dire, bah, est-ce que finalement, il n'y a pas une économie plus générale qu'on pourrait imaginer à la commune, parce que souvent, c'est les communes qui ont beaucoup de bâtiments publics. Peut-être c'est déjà un peu se poser la question des usages, de comment est-ce qu'on chauffe un bâtiment qui sert une journée par semaine, etc. Avant même de se poser la question de se dire, on a besoin de construire un bâtiment là, et bah, nous, en intégrant les paysagistes, forcément, on arrive à des réponses qui souvent sont... Je peux peut-être d'abord vous remercier, si vous voulez bien les applaudir, ça va le... On va démarrer notre moment d'échange, donc vous pouvez préparer vos questions, mais j'avais tout de suite envie de demander à Monsieur le maire, donc apparemment, vous avez votre maître d'œuvre qui dit que vous aviez bien préparé le travail. Et alors, quelle différence il y a entre votre projet initial et le projet qui a été porté là, par la maîtrise d'œuvre? Qu'est-ce qui relève de vous, en fait? Alors, qu'est-ce qui relève de nous? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut remonter encore un petit peu le temps. Pourquoi il pourrait y avoir enfin, voilà aussi, c'est que auparavant, moi je suis élu depuis 2014 dans la mairie, enfin, j'étais élu avant, mais maire 2014, et il y avait une étude dans le bourg qui avait été faite en relation avec la DDT à l'époque, et donc ce qui s'appelle un workshop hors des murs, ça je pense que vous le connaissez. Donc la commune de Saint-Aignan avait été retenue 2015, je crois, ou 2014, voilà, enfin, c'était vraiment, et avait été identifié 5 ou 6 projets à travers la commune, dont un peu celui-là, quand même, cette entrée de bourg qui était un petit peu, voilà, mal faite, un grand bâtiment à détruire, voilà. Donc, la genèse du projet, je pense qu'elle est déjà là, c'est-à-dire bien en amont encore voilà, et, pourquoi je dis ça? C'est parce que les encadrants du workshop, c'était monsieur Victorel et Morel. Donc, ça tombe bien. Voilà. Donc, effectivement, la suite a été plus simple parce qu'on avait déjà, cette connaissance des personnes, et pour travailler, je pense que c'est plus intéressant. Là, Ça répond peut-être pas à votre question. En partie, on va continuer à échanger, mais c'est vrai que la question des personnes compte fortement dans ces projets-là. Oui, alors donc si on continue, eh bien effectivement, monsieur Dorel a parlé de schéma d'aménagement. Donc voilà, on a fait un schéma d'aménagement pour toute cette partie de centre-bourg. Et je pense que aujourd'hui, je pense qu'on a raison, puisque la ZAN arrive. Et c'est quand même quand on regarde une carte de Saint-Aignan, c'est comme un volcan et un cratère au milieu qui n'est pas exploité. Je l'ai traduit comme ça plusieurs fois quand je fais visiter, quand je montre. Vous présentez votre vie comme ça. Photo aérienne, il y a un trou vert au milieu. Donc, qui me demande d'être construit, bien sûr, faut rendre un terrain de foot ailleurs éventuellement. Enfin, ça c'est autre chose. Mais voilà, là, il y a de la densification et du réaménagement à faire. On est parti de cette idée. Et on va laisser travailler les architectes sur ce point. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, on a nos experts qui sont impatients de poser la première question, William. Première question, déjà, je vous remercie déjà, parce que c'est vrai que c'est un projet qui est exemplaire sur plusieurs domaines, que ce soit la qualité de vie ou le respect de l'environnement. Le respect de l'environnement, ça touche beaucoup de choses. Il y a effectivement les développements aussi de filières locales, biosourcées, la participation aussi à l'économie circulaire, donc aussi à la transition territoriale, également aussi à l'atténuation, à l'adaptation au changement climatique, comme un bâtiment qui répond à ces enjeux-là de demain. Ma question, elle suit celle de Pierre, notamment en fait sur l'ambition du maître d'ouvrage, finalement par rapport au programme initial, c'est un programme environnemental. Est-ce que finalement le bois paille est intervenu par la proposition de l'architecte, aussi finalement en termes de cours, il y a déjà des ambitions portées sur le bois paille, sur un bâtiment énergie positive, sur un bâtiment qui réduisait fortement ses besoins en chauffage et en consommation. Voilà, comment est venue finalement cette ambition de porter un projet comme ça exemplaire? Monsieur le maire. Oui, écoutez, effectivement, il y avait quand même une réflexion. Moi, j'aimerais rappeler que ma première idée, c'était bois carton. Ça, c'était votre première idée à vous? Oui, parce qu'en fait, j'avais lu un article sur West France, il y a une société du 49 qui fait des maisons de bois carton. Moi, j'avais appelé l'architecte, à l'époque, on n'avait pas encore de relation, et je lui ai demandé, il m'avait dit que c'était super bien, mais il pouvait pas le faire sur les bâtiments publics à l'époque. On dit, je sais pas si c'est parce que je suis pas là-dessus. Donc, vous voyez qu'on avait déjà quand même cette idée-là. Et puis, voilà, on a avancé, et de fil en aiguille, on est arrivé. Alors, le GAL nous a aussi beaucoup aidé, puisque j'avais régulièrement toutes les réunions du GAL, et j'ai appris beaucoup de choses après ces réunions. Il fallait un peu changer notre mode de construction, et on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Par rapport au budget, justement, en termes de performance économique, est-ce que c'était anticipé? Parce que c'est vrai que c'est un bâtiment
exemplaire, donc souvent qui peut engager aussi des montants de travaux peut-être différents par rapport à une enveloppe classique, je dirais. Donc est-ce que ça c'était déjà anticipé de l'autre côté, ou est-ce que finalement il y a eu un retravail par la suite derrière? C'était pas forcément anticipé. On a vu un petit sourire, on a senti qu'il y avait un truc là. Non, mais je vais quand même relativiser. Disons que bon, la capacité financière de la commune pouvait permettre la construction d'un tel bâtiment. Aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a plus d'aide, il y a 3 ans, 4 ans, de la région, de l'État, des départements. Vous avez eu des aides sur ce projet-là? On a eu, disons que sur le hors-taxe du bâti, on va dire qu'on est à 56-58% d'aide. D'accord. Et sur le volet environnemental, les aides, ou c'était Alors, sur le volet fait d'avoir une cantine un peu sur le volet, alors c'est englobé, on ne dit pas pourquoi on le donne, mais je pense que la région a été, et la DETR également, on a été au maximum, mais c'est pas mal. Est-ce que vous me permettez d'interroger nos experts en fait sur la question des matériaux dans la démarche bas carbone dont on parle tout à l'heure? Qu'est-ce qui relève quand le choix des matériaux, par exemple, là on a de la paille en isolation, est-ce que c'est important pour rentrer dans une démarche bas carbone? On sait que d'ici 2050 on doit rentrer dans un monde de neutralité carbone. Est-ce que ces choix-là ils concourent de façon accessoire ou centrale? Romain, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, donc effectivement, on sait que les matériaux commencent à être regardés par la RE 2020, donc cette nouvelle réglementation environnementale qui va regarder l'impact environnemental des matériaux. Et au-delà de la paille et tout ça, c'est toute la structure, c'est tous les matériaux qui sont regardés, et ça représente jusqu'à 2/3 des émissions de gaz à effet de serre sur 50 ans, donc sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc c'est clairement des choses qui sont de plus en plus regardées. Au-delà de l'aspect atténuation du dérèglement climatique et de baisse des émissions de gaz à effet de serre, il y a aussi, comme on parlait, cette notion d'adaptation au dérèglement climatique. Vous savez qu'aujourd'hui, en septembre, on va avoir 30 degrés ici, ce qui est plus 5 à 6 degrés par rapport à la normale de saison. On commence à rentrer dans un dérèglement climatique. Il s'agit de s'y adapter d'ores et déjà. Et peut-être que je peux enchaîner sur une petite question. Est-ce que cette notion d'évolution du climat a été prise en compte dans vos calculs thermiques? Est-ce que vous êtes basé sur des scénarios météorologiques actuels, ou est-ce que vous commencez éventuellement à prendre en compte des scénarios météorologiques futurs? Alors, effectivement, on peut, avec nos outils, utiliser des scénarios, des fichiers météorologiques qui peuvent simuler le climat suivant un rapport du GIEC, donc les climats type année 2050 et année 2100. 2100, on est encore très, très loin. Et on voit effectivement, lorsqu'on fait les analyses de confort au sein, déjà de base, quand on fait des analyses de confort au sein d'un bâtiment, on se base sur un fichier météo qu'on appelle été chaud, qui correspond à la température moyenne maximale des dernières années, donc qui correspond globalement à ce qu'on pouvait appeler il y a quelques années. Été chaud, c'est 2003, c'est moins que ça. En fait, ce qu'on pouvait appeler à l'époque un été caniculaire, mais qui va de plus en plus vers un été normal, on va dire. Donc justement, on peut simuler ces différents fichiers avec ces différents fichiers météo, voir si on voit tout de suite que une année 2050, on est beaucoup plus sujet à des problématiques de surchauffe dans les bâtiments, du fait que le climat va être de plus en plus chaud. Donc oui, justement, c'est des questions qui sont prises en compte, et le fait d'avoir des solutions telles que les casquettes ou une section bioclimatique du bâtiment, ça permet de répondre à ces éléments-là sans forcément passer sur des solutions type active, du type climatisation ou autre. Donc, là, vous avez échappé à la climatisation. Oui. Et on passe via la centrale double flux, donc via le traitement d'air, mais on n'a pas une solution de rafraîchissement actif type climatisation en plafond ou autre. Et dans la mairie que vous voulez imaginer pour demain, monsieur le maire, vous avez imaginé avec de la climatisation, ou vous essayez d'y échapper aussi? Vous n'avez rien imaginé encore. Pourquoi c'est important? Est-ce qu'on peut échapper à la climatisation en fait? Moi, je pense que oui, évidemment. Typiquement avec cet exemple, peut-être la construction bois paille, on a dit, en plus une paille de 37 cm, je suppose, donc c'est la botte classique, donc elle emmène effectivement de l'inertie, un déphasage thermique autour de
14 à 16 heures. Ça veut dire dire quoi, justement, les phasages thermiques? c'est-à-dire que le pic de chaleur va être déphasé au cours du temps et va intervenir plus tard. Donc, par exemple, quand il fait chaud à midi, au lieu qu'il arrive directement au pic de chaleur à 15 heures, et il va arriver dans la nuit. Dans la nuit, il va faire plus frais, donc on va décharger les calories. Donc ça veut dire que, bah voilà, dans la journée, C'est la pâte qui renvoie de la fraîcheur. c'est la bague qui va absorber, on va dire, la chaleur et va la remettre beaucoup plus tardivement. Une paroi qui va être plus légère, voilà. Et par rapport à ça, donc il y a tout le sujet aussi de protection solaire, également, la forte inertie. Il y a aussi, vous avez nommé ça aussi, la possibilité de faire une ventilation traversante qui permet aussi de décharger le bâtiment sur une orientation nord-sud. Donc là, ce que je veux dire, là, je ne sais pas si ça a été poussé, ce sujet-là, mais c'est une question que je soulèverai quand même sur la ventilation nocturne pour justement permettre de décharger la nuit, qui est plus frais, les calories. Pour ça, il y a des systèmes de ventilation naturelle avec des ouvrants en façade. Mais si on nous fait fenêtre la nuit, il n'y a pas clair qui rentre. Alors, justement, Comment on fait? Bonne question. On peut très bien prévoir des ouvrants avec devant des ventelles ou avec des systèmes de perforation, de protection fixe, qui fait qu'il n'y a pas d'intempéries ou d'aléas climatiques qui vont rentrer dans le bâtiment, avec des jeux de double orientation pour faire du traversant et décharger thermiquement le bâtiment. C'est quelque chose qui est simple à mettre en œuvre et qu'on trouve dans plein de bâtiments. Sauf que maintenant, dans le cadre actuel qu'on vit, il y a les apports internes nous, humains, les apports aussi numériques, parce qu'on a beaucoup de numérique d'ordinateurs. C'est pareil, c'est des apports internes. Il faut arriver à décharger tout ça dans une période plus fraîche qu'est la nuit ou la matinée. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi, il faut pas faire une boîte si on peut pas libérer la chaleur, parce que finalement la chaleur on va conserver. Donc il faut un peu des deux. Il faut à la fois réduire la chaleur et en même temps, il faut pouvoir vider la chaleur qu'on cumule par nos apports internes. Donc Comment est-ce que vous avez traité cette question de la ventilation? On n'a pas, là, il n'y a pas de système électrique pour les ouvrants, c'est pas automatique. Ça aurait pu être le cas. Par contre, ce qui nous a intéressé, c'était quand même à chaque fois de le mettre en rapport avec le programme initial. Parce que c'est un bâtiment, ouais, les enfants restent 2 heures le midi. Et, donc, avec la maîtrise d'ouvrage, on s'est posé très vite la question. Oui, mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est-à-dire que ça ne se déclenche pas pour aérer à 2 heures ou 3 heures du matin, mais par contre, ça peut se faire, en effet, dans la commande électrique. Avant de partir le soir, on peut ouvrir les... Voilà, exactement. Et par contre, ce qui nous a intéressé, nous, et ça a questionné la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire on fait un bâtiment neuf, en fait, qui va servir que 2 heures par jour, pas le week-end. Et donc, on s'est quand même posé la question de l'évolutivité du bâtiment dans le temps. Et la mairie s'est toujours donné la possibilité d'utiliser, par exemple, cette salle pour des associations le soir. Et donc, le fait, notamment, d'isoler un mur intérieur, là, c'est pas sur une façade, c'est vraiment le mur de refroid intérieur, pour justement arriver à avoir ce déphasage. C'était aussi dans l'idée de se dire, bah, peut-être qu'à 20h, s'il y a une réunion ou une association, finalement, ils vont profiter justement de la chaleur. Monsieur le maire, on peut parler un tout petit peu de ça, sur cette question de l'intensification des usages. C'est des questions que vous vous posez sur vos propres bâtiments publics aujourd'hui. Oui, forcément, on mutualise, hein, bien sûr. Aujourd'hui, il y a uniquement la cantine. Je pense que ça va encore durer un moment parce qu'on a aussi beaucoup de salles, mais voilà. Mais effectivement, un jour, peut-être qu'il faudra se poser des questions. On a beaucoup de salles, mais ce sont des vieux bâtiments. Quand on dit qu'il va y avoir une réunion à 20h, est-ce qu'on peut chauffer le matin parce que on a du mal à chauffer, c'est-à-dire que il y a une journée à chauffer. Voilà, pour 1h30 de réunion. Donc, ouais, il va falloir réfléchir certainement sur l'engagement. Celle-là sera peut-être plus adaptée. Peut-être qu'il y a des aménagements à faire, je sais pas, moi, quelque chose de faire une petite salle dans la salle, enfin, mais pour l'instant, on n'en est pas. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous aussi dont je retourne? Alors, monsieur, si vous voulez, le micro n'est pas assez, enfin, le fil est pas assez long, si vous voulez. En vous présentant. Gaëtan Chateau, donc je suis vice-président au CIE, et également vice-président de la communauté économique du Pays de Cran. Il y a ces deux communes, ces projets exemplaires. J'avais une question d'ordre économique. Alors, Loïc va peut-être y répondre, les architectes sans doute, le GAL également. Est-ce qu'on a estimé la différence de coût entre un bâtiment, entre guillemets, classique et une construction exemplaire comme celle-ci, et est-ce qu'il y a une compensation d'aide, je pense au fonds leader à travers le GAL, qui permettent d'avoir cette démarche? Oui, alors de toute façon, bon, c'est trop tôt, il n'y a pas encore un an d'exploitation vraiment pour dire, mais je suis sûr qu'on fait des économies parce que l'ancienne cantine, c'était
Voilà, j'ai pas de nom d'ailleurs. C'est plus qu'une passoire. Oui, Enfin, il y a plus de trous que non, oui, parce que je crois comme que l'autre passer le Montpellier. doigt quasiment sur les fenêtres, on en force un peu. Donc, sur le vitrage, enfin voilà. Donc, obligatoirement, chauffer électrique. Donc, obligatoirement, oui, mais j'ai pas de retour, forcément chiffré. Vous voulez dire un mot aussi Ouais, un tout petit mot, parce qu'en effet, c'est pour nous un point important, c'est-à-dire qu'en effet, il y a beaucoup de construction, parce qu'on a des fois du mal à traduire ou à expliquer au maître d'ouvrage, c'est l'amortissement et un peu le retour sur l'investissement. le couple global, en fait. Oui, Hein. et c'est vrai qu'on essaie de travailler avec le bureau d'études, on construit en ce moment on conçoit en ce moment une mairie en Ille-et-Vilaine, et on avance un peu cet argument de dire qu'il y a le coût à un instant T, et puis est-ce que c'est à plus 10, plus 15, plus 20 ans, on va dire concrètement récupérer nos billes et de manière économique, même si le projet du thermique il est vertueux. Donc là, on essaye d'affiner un petit peu ça. Pour que le maître d'ouvrage, quand il a un choix à faire, je vais dire un truc bête, entre un bâtiment en parpaing de verre et puis un bâtiment en bois paille, qu'il ait un peu les billes en main. Alors, on a toujours une marge de manœuvre, mais c'est pour nous super important, on comprend par rapport à un maître d'ouvrage qui a un budget, qui sache un petit peu que cet investissement, voilà, c'est à 15 ans, parce que 15 ans c'est très court terme, vu les défis qu'on doit relever en ce moment. Donc c'est un peu cet aspect-là qu'on essaie de mettre en avant. Et là, avec les panneaux photovoltaïques, vous visez l'autonomie énergétique du bâtiment? Oui, c'est Ce bâtiment-là, plus la future mairie. Hein, c'est ça votre objectif. Il faut savoir, c'est quand même ce bâtiment consomme très peu, c'est-à-dire qu'on s'est surtout protégé de la surchauffe d'été. Et ce qui était étonnant, c'était qu'on a posé les équipements dans le chantier, c'était en plein hiver. En fait, on était bien à l'intérieur, alors on chauffait pas du tout et les systèmes n'étaient pas encore mis en En place. fait, c'est les enfants dans l'école qui vont chauffer dans la En fait, on les a pris en compte quand même dans le calcul, parce qu'on a vu qu'à peu près, sur la première demi-heure, le bâtiment prenait 2 degrés à l'intérieur. Donc ça fait partie quand même de la situation. Est-ce que c'est ce bâtiment qui parlait de où vous visiez le passif ou Non, c'est des BPOS. Alors celui-là, il est BPOS, ouais. Est-ce que vous avez pensé aussi à la validation? C'est vraiment le cas BPOS, CEP inférieur, qui est carrément. est-ce que tout le monde a suivi BPOS CEP inférieur? Alors, BPOS pour bâtiment à énergie positive. Hein. Il y a un label là-dessus? Est-ce que vous avez On a visé une exigence BPOS, on n'a pas forcément poussé la labellisation jusqu'au bout, parce que effectivement c'est un surcoût de générer une labellisation du bâtiment. Mais en soi, on est sur une équivalence BPOS au niveau de la performance énergétique. Là, actuellement, on est sur l'autoconsommation, sur la revente actuellement, et après, ça sera l'autoconsommation pour la mairie, c'est ça? Au fur et à mesure qu'on a à voir, suivant les différents bâtiments qui seront implantés du réseau, on a pensé le projet avec des réseaux qui sont en attente entre la cantine et la future mairie. Donc techniquement, on a rendu possible le fait que directement la production de la cantine alimente la future mairie. Et sur l'entretien maintenance, juste une petite question par rapport aux panneaux photovoltaïques, parce que du coup, c'est comment gérer finalement la maintenance de ces panneaux? Vous avez externalisé via une entreprise par activité. Alors, on est en relation avec Solewa, justement, qui était donc sur le lot photovoltaïque, pour un contrat de maintenance, parce qu'on a vu le nuage de sable rouge qui nous est arrivé et qui a fortement réduit sans doute la production. Mais justement, on travaille avec Solewa pour avoir un contrat de maintenance. Ouais, c'est un point qu'on pourra peut-être aborder après, parce que finalement, on n'a pas du tout, c'est pas du tout les mêmes options qui ont été choisies dans le projet de l'école, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire à 10 km, mais aussi des stratégies finalement où on fait des perceptions, ce qu'on entend par des bâtiments passifs ou à énergie positive. Il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs choix possibles. On peut mettre le curseur à différents endroits. Et c'est vrai que la question de la maintenance et du coût global doit être pris en compte. En tout cas, ça, c'est des choix qui sont discutés. On n'est pas dogmatique là-dessus. Je pense que c'est aussi vraiment des choix d'utilisateurs. Et il faut que c'est pour ça que nous, on attache beaucoup d'importance à ce que les maîtres d'ouvrage soient partie prenante du projet. Et en fait, ils actent aussi des choix de projet. C'est dans ce sens qu'ils vont être aussi utilisateurs et pas que propriétaires. Pour rester sur les énergies, donc, je me fais l'écho d'une question de William. Est-ce que le photovoltaïque était prévu dès le début du projet, auquel cas effectivement on peut penser que l'orientation de la photovoltaïque a influé sur la conception. Et deuxième question, plus largement sur les énergies utilisées dans le bâtiment pour le chauffage
bouche sanitaire. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moment important, c'est entre l'esquisse et l'avant-projet sommaire. Il y a vraiment eu le choix un peu unanime de rendre ce bâtiment à énergie positive. Donc c'est vrai que ça arrivait très tôt dans la conception. Donc, il y avait à la fois, je pense que la filière paille qui est en train de se structurer dans le sud Mayenne, ça a beaucoup joué. Donc, il y avait aussi des élus, agriculteurs, qui avaient aussi envie d'utiliser la ressource locale. Donc ça c'était le premier point. Évidemment, on a très vite vu que l'implantation du bâtiment, comme il était pressenti, était clairement favorable. Il y avait la présence de ce grand chêne en face qui nous intéressait aussi justement à les apports solaires libérés. Et donc la question des panneaux photovoltaïques est arrivée à ce moment-là. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a un jeu de toiture évidemment par rapport au site, le fait de faire un appel vers la rue et vers l'école, mais il y a aussi la récupération des eaux pluviales. Comme on disait que c'était un jeu de couverture, c'est un projet, c'est aussi l'idée d'avoir une expression du bâtiment et que les enfants arrivent à comprendre. À l'arrière, il y a une grosse citerne d'eau pluviale qui est extérieure, en fait, qui récupère les eaux pluviales et permet aux enfants finalement ensuite d'aller arroser le potager pédagogique de l'école. Donc il y avait vraiment cette idée que le bâtiment, il y avait un peu de surexpression finalement des aspects environnementaux pour qu'il puisse y avoir ensuite des visées pédagogiques. Monsieur le maire, vous avez fait un choix construction isolée avec de la paille, une construction bois, et vous avez associé les habitants en amont. Au bout du compte, les habitants, quand vous avez dit on va faire ça avec de la paille, ça s'est passé comment? Il y a eu quelques questions, bien sûr, mais j'ai pas trouvé d'hostilité aucune, du tout, même, plutôt encouragement. Et au fur et à mesure que le projet apparaissait, on va dire, sortait de terre, et bien les gens, c'est quand même pas sans cours, donc les gens ne pouvaient pas ne pas le voir. Ça interrogeait, il y a autant de fenêtres, comment ça se fait, enfin bref, il y a plein de questions qui me généraient. Et ce volet participatif, les gens qui ont été associés, ils ont orienté le projet, vous avez l'impression? Peu s'est fait très en amont, en fait. Après, ça s'est fait surtout lors de cette première visite de Louvre, où quelques questions sont venues, c'est surtout M. Ittorel-Mouret qui ont répondu à ces questions, mais il n'y a pas eu vraiment de questionnement. Le projet, il a été figé quasiment dès le départ, et je pense pas qu'on l'a beaucoup modifié une fois qu'on a acté l'essentiel. Il y a une question dans la salle, et une autre là. Il y en a plusieurs, très bien. Monsieur? J'avais une petite question par rapport à la paille. Déjà, est-ce que c'est de la paille locale par rapport... Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur? Oui, donc bonjour à tous, je suis Arnaud Lerès, du conseil départemental de la Mayenne, direction de... Donc, est-ce que la paille est locale? D'où elle vient? Une question, est-ce que la paille est locale par rapport à son empreinte carbone sur son approvisionnement? Et on va élargir, on va demander aussi le bois, par exemple, d'où il vient. Une deuxième question, par rapport à la réglementation incendie, parce que vous êtes dans un ERP, comment est-ce que vous avez traité cet aspect-là par rapport à la paille, qui est un matériau qui brûle quand même assez facilement? Alors sur et donc plus globalement les questions d'assurance, est-ce qu'il y a aujourd'hui des difficultés à utiliser de la paille dans la construction? Donc d'abord d'où vient la paille et le bois, et puis ensuite les questions assurantielles. Alors la paille, c'est bien de Mayenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que là c'est un principe constructif de mur à ossature bois et remplissage paille avec une préfabrication en atelier. C'est-à-dire qu'en fait Chabrin, donc on a parlé du réseau d'agriculteurs qu'ils avaient un peu historiquement, se fournissait en paille. Donc la paille elle est quand même dans l'atelier de Chabrin puisque c'était mis dans les caissons, et les caissons du coup arrivaient fermés, étanchés sur site. Il y a aussi la possibilité, mais c'est plutôt dans les maisons pour particuliers, de poser la paille en direct sur une ossature qui est déjà en place. Mais c'est vrai que sur les bâtiments publics, notamment pour les contraintes d'étanchéité à l'eau ou de force d'orage qu'on peut avoir de temps en temps, les entreprises plus qualifiées préfèrent fermer les complexes en atelier et ensuite les déplacer. Donc il y a quand même, on va dire que même si la paille, même elle venait de 4 km, il y a quand même un petit aller-retour par l'atelier de charpente. Et le bois, vous savez d'où il venait? Alors le bois, c'est en Bretagne. Voilà, après c'était la scierie Raguel. L'idée c'était Alors maintenant, les questions assurantielles. Est-ce qu'on est dans une pratique courante? Est-ce que les assurances réagissent de façon particulière? Et concrètement, est-ce qu'il y a un vrai risque d'incendie supérieur quand on utilise la paille?
Alors, on va commencer par l'incendie tout de suite. En fait, c'est une paille qui est compressée, ce qui fait que, par exemple, sur une bonne de paille pour le bâtiment, on n'arrive pas à rentrer le doigt de l'équivalent plomb bleu. C'est-à-dire que c'est ultra dense, et du coup, vu qu'il n'y a pas d'air, ça peut pas prendre. Donc voilà, il y a quasiment aucun risque. D'ailleurs, on peut essayer d'allumer une botte de paille comme ça. Ça passe. Alors évidemment, un peu de paille par terre va prendre feu, mais par contre, la botte va pas prendre feu. Je veux juste dire aussi qu'il y a des essais de feu en fait qui ont été faits au CSTB, donc il y a des règles pro, peut-être vous allez le dire. Ouais, exactement. Sur les parties plus donc ça, réglementaires. La profession a fait le nécessaire, et aujourd'hui on sait que en termes de comportement incendie, il n'y a aucun risque. Et puis après, de toute façon, il y a aussi une protection ensuite des plaquages intérieurs qui fait qu'on a aussi des degrés de feu. Mais a priori, déjà, la botte de paille compressée, elle a du mal à sortir. Les casernes de pompiers fabriquées en paille. Oui, et donc ils savent ce qu'ils font. Et concernant, on va dire plutôt l'aspect réglementaire, c'est vrai que pendant longtemps, c'était un champ réglementaire, donc c'était plutôt de l'autoconstruction. Il y a eu un gros travail fait il y a plus d'une dizaine d'années par le réseau français de la construction paille. Et donc maintenant, ce qu'on appelle les règles professionnelles qui permettent de statuer utilisant les équipements publics. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il faut quand même que dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y ait au moins une personne qui soit formée pro-paille, ce qui a été le cas puisque... Pro-paille, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc si je fais un appel d'offres, il faut que je vérifie que les gens soient formés pro-paille. Ouais, il faut que dans l'équipe de maîtrise d'œuvre et puis au sein de l'entreprise, il y ait cette formation. Donc vous l'avez, nous on l'a aussi, et l'entreprise Chabran également. Et du coup, ça permet de rentrer du coup dans la couverture assurantielle. Donc je pense que vous avez vos réponses. Vous, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, bien sûr. Denis Marcand, je suis sur la nappe de la CAPEC, partenaire du PACI. D'abord, comme au nom du conseil d'administration que je représente aujourd'hui, un grand merci aux collectivités territoriales qui s'impliquent. Et je pense aussi au travail mené par Galstud, qui a pris, je le sais, l'initiative de réunir, d'informer les entreprises et de les encourager à aller sur ce chemin. Donc, au titre de la CAPEC, au-delà des démarches qui nous occupent beaucoup, RGE travaille sur les économies d'énergie et l'isolation du bâti existant. Vous savez, les entreprises interviennent majoritairement dans le cadre de l'entretien et chez les particuliers. Le conseil d'administration a décidé effectivement d'essayer d'embarquer un plus grand nombre d'entreprises. Donc, par exemple, la formation Pro-Paille, elle est proposée dès le début du mois de juin à la CAPEC Mayenne. Elle dure 5 jours. Donc, il faut quand même que les professionnels s'investissent et se libèrent pendant 5 jours. Aujourd'hui, c'est pas facile de demander aux professionnels de se libérer 5 jours par rapport au travail qui est à fournir en ce moment. Et si je suis architecte, je peux m'inscrire à la formation Pro-Paille de la CAPEC? L'intérêt de la formation, je peux vous le dire, parce que elle est composée de manière égale d'architectes et de professionnels. Ce qui fait que durant la formation des 5 jours, ils vont déjà apprendre à se connaître et tisser les liens et avancer. La question que je souhaite poser maintenant plutôt à Monsieur le maire, au nom de la CAPEC, c'est effectivement, grâce à ce chantier, vous allez faire un effort aussi de sensibilisation des élèves. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment encore davantage sensibiliser les particuliers à l'utilisation des matériaux biosourcés par rapport aux enjeux de demain de l'aéronautique qui impactent la construction neuve aujourd'hui, mais qui demain impactera aussi l'artisanat du bâtiment sur les travaux de rénovation. Oui, alors après, c'est vrai que les particuliers, je sais pas comment je pense que dans la construction d'aujourd'hui, quand même, il y a de plus en plus de matériaux nobles, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on voit bien que ça change. On est passé de verre à laine de bois, ou je pense des isolants qui sont un peu plus performants. Je pense que les gens aussi sur la qualité des fenêtres, enfin sur plein de choses. Après, moi, je sais pas trop comment les particuliers... Est-ce que, par exemple, ce chantier a été utilisé comme un chantier école, et vous avez invité les habitants à venir voir, à échanger? Alors, il y a un an, il y avait des élections, on était obligé d'avoir 2 postes d'élection, parce que c'était départemental régional. J'en ai profité pour les faire passer, les faire rentrer à un bout, les faire sortir à l'autre. Mais on avait changé la destination du bureau de vote, et
beaucoup de gens venaient voter, mais venaient surtout voir. Chouette, ça. Parce qu'on n'avait pas encore intégré, il était fini, mais les élèves... Donc, on voyait la paille à ce moment-là, il n'était pas encore... Si, le chantier était fini, et on ne pouvait pas le faire rentrer sinon, question de sécurité, mais non, le chantier était fini, mais pas encore ouvert aux enfants. C'est intéressant. Et donc, tous ceux qui sont venus voter ont eu la chance de visiter, et croyez-moi, ils sont pas sortis aussitôt, ils ont fait le tour des tous pour eux. Donc, ceux-là, au moins, l'ont vu. Une question, là, monsieur? Juste un mot pour... Julien Planchetta, donc ex-conseiller du Cap Sud-Maine, dont on a un petit peu parlé, donc effectivement, j'ai beaucoup accompagné la commune sur leur démarche. Moi, je voulais revenir sur 3 points, je suis désolé, je vais revenir un peu en arrière. C'est juste sur peut-être les termes techniques pour les novices ou les personnes qui découvrent un peu les différents labels. On a parlé de bâtiment passif, donc le bâtiment passif, c'est vraiment un bâtiment qui consomme très peu, qui a une très basse consommation énergétique, donc beaucoup de performance sur l'enveloppe et sur l'isolation. Et là, sur ce bâtiment-là, on est plus sur un bâtiment VDC ou un bâtiment basse consommation, donc en performance, on va dire, classique d'aujourd'hui, de 2018 ou 2019. Et grâce au photovoltaïque, on est en bâtiment positif. Donc c'est juste pour resituer les paramètres en tant que maître d'ouvrage. Si vous souhaitez faire des bâtiments performants, vous avez 2 options. Soit faire un bâtiment dans une enveloppe correcte avec les énergies renouvelables pour passer en positif, ou sinon, si vous voulez vraiment pousser la performance maximum du bâti avec très très peu de consommation, on est sur du passif. C'est juste pour remettre un petit peu le... Est-ce que vous avez une question? Non, parce que je connais le bâtiment. Mais je voulais rajouter une observation. Une observation, pareil, destinée aux futurs maîtres d'ouvrage et surtout au public. Il faut bien prendre en compte ces notions d'investissement et ce coût d'exploitation. Parce que malheureusement, dans les programmes, on voit trop des enveloppes définies, et certaines, évidemment, elles ne sont pas extensibles, mais il faut vraiment regarder le coût global et la phase d'exploitation qui n'est pas sur 15 ans, mais qui est plutôt sur 50 ans, la durée de vie d'un bâtiment, comme on l'a vu. Et avec la flambée des coûts de l'énergie aujourd'hui, quand on prend plus 10, plus 20, plus 30%, il y a tout intérêt à partir sur une démarche comme ça, où on consomme très peu, et le retour sur investissement est forcément beaucoup plus fort. Attends, parce que quand on s'approche de la fin, je prends les différentes questions et après on verra. Monsieur? Régis Corbeil, de Jubilé. Je reviens sur la paille. Est-ce que c'est de la paille bio? Il y a pas d'intérêt particulier. Et puis, est-ce qu'il y a derrière la paille bio, il y a la question des phytosanitaires dans la paille, qu'ils soient bio ou pas bio, cette question elle est souvent posée. Et dans les trucs logiques qu'il peut y avoir sur la paille, est-ce que la notion des rongeurs, par rapport à parler des trucs tout à l'heure, mais est-ce que les rongeurs c'est aussi un problème ou un préjugé? Ouais, sur la paille, c'est pareil, en fait, il n'y a pas les graines, donc c'est vraiment que les tiges, qui fait que les rongeurs n'ont pas vraiment intérêt à les manger. Il est suffisamment compressé pour pas qu'ils puissent non plus se loger. Donc après, nous, on a des détails, notamment en pied de bâtiment, où on met quand même des grilles, notamment en bas de bardage, pour être sûr qu'ils puissent rentrer. Pas rentrer. Mais a priori. Par sortir. Non, mais c'est vrai que c'est des questions qui reviennent un peu souvent avec le feu, pas de problème. Sur la question donc c'est forcément, ça c'est d'un point de vue réglementaire, parce que on n'a pas l'argent pour faire tout type de céréales, mais c'est que de la paille de blé. Et en effet, elle pourrait être bio, il y a un petit surcoût, mais là c'est pas le cas, et ça pourrait être le cas, il n'y a pas de contre-indication. Et le fait qu'il y ait des produits phytosanitaires qui aient été posés sur la paille en culture, est-ce que est-ce qu'on peut le percevoir si on met des capteurs dans la qualité de l'air, ou c'est totalement indifférent? On ne sait pas ça. C'est un truc à creuser. Tiens, j'aimerais bien, Romain, qu'on regarde cette question. C'est pour ça que j'ai posé la question sur les habitants envoyés. Et en fait, moi, ça m'a rassuré d'entendre monsieur le maire dire que les habitants, en général, c'est ça qui arrive. La première chose qu'il dit, c'est, oui, bon, moi, la paille, je vois bien dans la grange, il y a des rongeurs qui mangent le reste de paille qu'il y avait. Et là, si les gens n'ont pas posé ce genre de questions, c'est plutôt bon signe, c'est que c'est pas en fait la même chose, puisque la paille est compressée, enfin, c'est un matériau, on est sorti de la filière agricole et on rentre dans la filière bâtiment. Une question? Moi, je voulais juste réinsister un petit peu sur l'approche urbaine à la base, parce que on voit bien que c'est des problématiques qui arrivent souvent, mais ça demande une réflexion un peu globale, parce qu'un bâtiment
peu importe s'il est très bon thermiquement, s'il est mal implanté, s'il n'a pas le choix, s'il n'a pas une sensibilité politique à la base, c'est très compliqué pour les architectes de récupérer derrière. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment ça s'est passé au niveau de l'appel d'offres. C'était par exemple un concours, et si dans l'appel d'offres, il y avait déjà une orientation écologique un petit peu dedans. Pour l'appel d'offres, en fait, il y avait 2 phases. La première phase, c'était le schéma d'aménagement. Et donc, il y avait une tranche optionnelle, je crois, qui était le bâtiment numéro 1, puisqu'il y a 4 phases. Et donc, la phase 1, c'était la construction du restaurant scolaire. Et donc, c'était dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Et en ce qui concerne la végétalisation, quand on voit les images, alors c'est un chantier, hein, on est un peu surpris, on dit bon, il y a ce gros chêne, mais pour le reste, qu'est-ce que vous avez prévu? C'est prévu, il y a 4 arbres, 5 arbres qui sont prévus dehors, mais on avait pris ça un peu à part parce qu'on avait sorti le lot, disons, espace vert par rapport au coup. Et là, on y travaille aussi. À l'automne, je pense qu'on va bien avancer. On va voir un peu aussi l'évolution du. Oui, parce qu'il y a une pelouse à créer, il y a plein de terrain. Je voulais juste rajouter un point sur la question de l'appel d'offres parce que c'est important. Souvent dans ces procédures-là, on est dérogatoire au concours, ce qu'on appelle les marchés à procédure adaptée. Et souvent, quand on est architecte, on répond sans pouvoir dessiner ce projet. Donc c'est que finalement des intentions mais qui peuvent paraître abstraites. C'est des tableaux d'honoraires, des constitutions d'équipe. Et en fait, c'est assez difficile de pouvoir dialoguer avec le maître d'ouvrage. Et il y a quand même un outil qui est à votre disposition, c'est les oraux. C'est-à-dire que dans ce cadre de procédure, vous pouvez banaliser une demi-journée et demander aux différentes équipes de venir présenter pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et je pense que on ressent aussi l'envie de faire, de travailler ensemble. On peut parler d'intentions partagées à ce moment-là. Je pense que c'est aussi, voilà, on se fait aussi, nous, des fois on est des super, mais on se fait aussi à votre place et on sait aussi qu'il y a beaucoup de candidatures, c'est assez difficile et parfois opaque pour comprendre les spécificités des uns et des autres. Donc c'est vrai que nous, c'est des éléments qu'on aime bien et ça permet déjà d'avoir une première relation qui commence à s'installer. Dernière question. Justement, sur les appels d'offres, c'est important d'être accompagné à ce moment-là parce que c'est souvent des chiffres. Et là, on revient, par exemple, on peut être limité si on n'a pas certains, je sais pas comment dire, labels, et d'avoir, de faire une présélection amorale et c'est quand même une grosse collaboration et de pouvoir justifier aussi des approches en disant, par exemple, là, ça va peut-être coûter un peu plus cher, mais sur le moyen long terme, vous êtes gagnant, et puis en plus, sur les projets scolaires, la symbolique est très forte, et la sensibilisation, elle vient à partir de là. Donc, le discours est très important et donner la chance aussi aux jeunes architectes, à tout le monde qui se sentait bien. Voilà, les euros, c'est important. Alors, pour le choix, il y avait aussi à l'époque, je me souviens à l'époque, l'aide de la DDT, qui nous accompagnait encore dans les petites communes un peu plus. Ce dernier, je pense que certains l'ont connu aussi, certainement, nous a suivi tout au long de ce projet. Et en amont, bien avant que l'on choisisse le numéro d'équipe. Et puis on s'était aussi rapproché d'une AMO, qui également nous a apporté sa connaissance. Voilà. Donc, ça a été important parce que nous, on n'a forcément aucune compétence. C'est là. Par monsieur Dernier. Voilà, il vous a été prescrit, en fait. Oui, voilà, il était dans tous les domaines, tout le monde le connaît. Et c'est important d'avoir à ses côtés quelqu'un qui vous accompagne dans le dialogue avec la maîtrise. Si vous voulez bien, alors vraiment une dernière question pour qu'on ait une vraie pause. Pour les délais, j'ai une question, je suis même depuis mon collègue d'ouvrage. J'ai une question sur les délais de la santé. Vous avez décidé sur quelque chose avec l'aboutissement, ça a duré le temps. Alors déjà il y a eu un premier appel d'offres négatif, en fait on l'a refait, donc là on a perdu 6 mois quasiment d'entrée. Oui, les entreprises, pardon, excusez-moi. Au niveau des entreprises, voilà, donc je dirais on a mis 3 ans à peu près, 3 ans et demi.
Entre 2017. À partir du moment où vous avez décidé. Oui, je dirais 2017-2021. C'est 3 ans et demi en. C'est des choses qu'on voit classifier. Il y aurait eu une étude urbaine en 4 phases. Après, il y a eu le lancement des études. Après, en effet, une consultation d'entreprise un peu long et 18 mois de chantier. On peut faire plus vite? C'est sous-entendu derrière la question, j'ai l'impression. Le chantier, c'est difficile à compresser. Après, les études, en général, c'est une année et demie d'études jusqu'à la désignation des entreprises. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir notre équipe.